Bonjour mes belles âmes, bienvenue dans ce deuxième rendez-vous des belles âmes inspirantes. Ce soir, j'ai la joie de rencontrer Delphine Girard, avocate et cofondatrice de la fondation Juste Soin. Depuis plusieurs années, elle met toute son énergie et son courage au service des victimes de violences et de discrimination, et à travers son action, elle allie l'accompagnement juridique et le soutien thérapeutique, incarnant une force authentique au service des causes justes. Je vous invite maintenant à découvrir cette rencontre inspirante. Bonjour Delphine. Bonjour Aurore, Bon, merci d'avoir accepté mon invitation dans le cadre de mes rendez-vous des âmes inspirantes. avec grand plaisir. Alors ce soir, nous allons parler de la femme que tu es Mhm. au travers de ton parcours, de tes actions menées. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter brièvement. Donc, je suis Delphine Girard, je suis avocate au barreau de Fontainebleau et au barreau de Paris. Et je suis maman de deux enfants. Voilà, je ne sais pas que dire d'autre. Je suis devenue avocate après un autre parcours professionnel. Mhm. C'est une reconversion. Voilà. Et puis, effectivement, j'ai quelques engagements un peu marqués. On va en parler. Donc, quand on s'est rencontrés, justement, tu étais en préparation à l'école du barreau et tu étais maman de jeunes enfants. Et qu'est-ce qui Mhm. t'a donné la force de choisir cette voie? Alors, j'ai eu des difficultés dans mon entreprise, donc de fait, j'ai choisi de faire une rupture conventionnelle. Mhm. Et puis, j'avais toujours un peu l'idée d'être avocate qui était dans un coin de ma tête. Et je voulais aussi un métier qui me permette d'être indépendante. Je voulais être mon propre boss, parce que le salariat et la hiérarchie, c'était pas trop pour moi. Mhm. Voilà, et puis je pense aussi que c'est aussi le fait d'avoir deux enfants rapprochés, donc il fallait que j'ai de la disponibilité en termes d'agenda. Euh, et je me suis dit oui, lorsque j'ai fait ma rupture conventionnelle, que c'était le moment ou jamais en fait de me lancer. Voilà. C'est génial. Hmm. Il y a une citation de Nelson Mandela qui dit: J'ai appris que le courage n'a pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Qu'en Mhm. penses-tu? Je pense que c'est vrai. Je pense que la peur, c'est un moteur pour certaines choses, mais je crois qu'elle ne doit pas être un handicap. À partir du moment où effectivement ça empêche de mener la vie que l'on souhaite, là c'est problématique. Mm. Donc je Et, serais ju- assez d'accord. et justement, dans tes combats, quel a été le moment où tu as dû faire preuve de courage? Bah, je pense que tout ce qui est violence conjugale et tout ce qui est protection de l'enfance, ce sont des combats qui demandent une certaine pugnacité. Mhm. Euh, alors je me réjouis aujourd'hui que la cause des femmes soit plus entendue que ça n'a pu l'être, même si ça n'est pas parfait. Mm. Et je ne peux que prier que ce soit la même chose pour les enfants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Ou très peu. Donc c'est pour ça que effectivement, je pense qu'il nous faut du courage à moi et à mes confrères, mais aussi il y a des magistrats qui font preuve de courage dans leurs décisions, hein. L'institution judiciaire, il y a quand même des acteurs qui font preuve d'un certain courage parce que c'est des femmes et des hommes de conviction. Hmm. Mhm. J'ai j'ai appris que tu avais fondé le réseau Justice Soin. Mhm. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, le réseau Justice Soin est en train de se mettre en place. Alors, je fais énormément de dossiers de violences sexuelles sur majeurs et mineurs. Mhm. Et donc, dans ce cadre-là, je souhaitais que mon cabinet fasse un partenariat avec des soignants Mhm. pour un accompagnement des victimes à plusieurs moments. C'est-à-dire que le premier réflexe que l'on a lorsqu'on est victime d'une infraction, et notamment en matière de violence sexuelle, c'est d'aller porter plainte parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait le recueil des pièces et des éléments et des preuves, pardon, j'ai dit pièces, mais je pense plutôt à preuves, notamment, je pense qu'il y a des relevés qui doivent être faits. Mhm. Pour autant, une plainte, ça se prépare. Et donc, pour pouvoir recueillir la parole, je pense par exemple à des majeurs qui ont subi des faits mineurs et qui décident de porter plainte. Mhm. Avant d'aller porter plainte, c'était important que la parole se libère et donc qu'ils puissent être pris en charge à ce moment-là et qu'on puisse travailler sur ce point.
Ensuite, pendant la procédure judiciaire, parce que c'est des procédures qui peuvent être extrêmement violentes et qui émotionnellement remuent beaucoup. Mm. Et puis ensuite, qu'ils puissent continuer ce suivi-là. Donc l'idée, c'est effectivement ce lien entre le judiciaire et la Les prise en charge par des soignants. Donc dans le réseau Justice Soins, c'est un réseau qui a été créé avec le Centre de prévention santé de Fontainebleau. Mhm. Donc, il y a un médecin coordinateur. Et puis ensuite, il y a des spécialités. Enfin, ce sont des personnes de différentes spécialités. Donc, il y a des kinés, il y a une sexothérapeute, il y a des ostéopathes, des nutritionnistes, de la cuisine thérapie. Il y a régulièrement des événements qui sont proposés par le centre. On a mis aussi en place un partenariat, enfin en tous les cas, le centre a mis en place un partenariat pour qu'il y ait un parcours hôpital et médecine de ville. Ce qui est intéressant notamment parce que dans les cas d'endométriose, on s'est rendu compte que dans les causes possibles, il pouvait y avoir des traumatismes sexuels. D'accord. Donc l'idée, c'est de pouvoir en fait avoir un regard pluridisciplinaire Mm. sur l'histoire d'une personne et comment l'accompagner au mieux. C'est c'est fantastique. Je suis admirative vraiment de ce Je sais dispositif. pas si c'est fantastique, mais en tous les Bah, cas, c'est plus simple à mettre en que place. ces lieux puissent exister, c'est si. Bah, l'idée, c'est d'en faire un lieu de vie aussi, c'est-à-dire que on n'est pas que victime, hein. Voilà. On est victime à un instant T de faits. Après, il faut avoir, et je pense que, alors moi, j'envisage aussi mon rôle d'avocat comme ça, c'est que je vais accompagner les gens sur un certain temps, parce qu'une procédure d'instruction, ça peut être assez long. Mais c'est de les accompagner au mieux, parce que moi-même, je n'ai pas toujours les mots. Donc, Mm. je reste quelqu'un du judiciaire. Mm. Il faut savoir reconnaître ses limites, mais autant que cette phase-là soit marquante en pensant à l'après, c'est-à-dire justement en leur disant, vous avez été victime à un instant T, mais vous pouvez passer à autre chose de votre vie. Et ce que je dis beaucoup à mes clients et clientes, hein, parce qu'il y a des hommes aussi dans ma clientèle, Mm. c'est qu'en fait, on fait du kintsugi. Voilà, on met de l'or sur les cicatrices, donc pour qu'ils puissent en faire quelque chose de beau. Mm. Et comment tu concilies tout ça entre ton rôle d'avocate, ton engagement au sein de ce dispositif et les actions sur le terrain et ta vie de maman? Alors c'est compliqué, ça fait des grosses journées et des grosses semaines. Oui. Voilà, bon maintenant mes enfants sont beaucoup plus grands et ils sont plus autonomes, donc ça permet de libérer du temps. Le justice soin, il est un peu en germe pour l'instant parce que il y a des gros procès qui sont arrivés et qui m'ont un peu fait prendre de retard par rapport à ce projet-là, Mm. en espérant qu'après ça fasse des petits. Et puis il y a une vraie difficulté sur ce réseau, c'est qu'il ne faudrait pas que ce soit dédié qu'à des gens qui ont des moyens. Il faudrait aussi qu'on arrive à avoir une prise en charge pour des personnes qui n'ont pas de moyens, qui sont à l'aide juridictionnelle, pour que ce ne soit pas quelque chose d'élitiste. Donc, il y a un gros travail aussi de réflexion à mener et de démarchage à faire. Mhm. Voilà, tout ça est posé sur le papier, c'est en cours. Et après, ben, des fois, j'ai 3 journées en 24 heures. Voilà. Donc, c'est un peu, ça demande, oui, beaucoup de temps. Mm. Et comment tu trouves cette énergie et cette motivation? Alors, comment je trouve l'énergie et la motivation? Bah, parfois, je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que je suis épuisée et que je m'effondre. Et je prends le temps de me reposer. C'est humain, ouais. Voilà, ce que je ne faisais pas avant, mais maintenant, quand mon corps me dit stop, bah, je m'arrête. Écoute, ouais. Je me crée plus de bulles pour moi, ce que je ne faisais peut-être pas suffisamment. Et après, je pense aussi que il y a des jours où on part au combat, on se dit c'est compliqué. Mhm. Et quand on voit le regard de son client ou de sa cliente, je pense aux enfants notamment. Ouais. Et je pense à ça. Une fois, je suis arrivée en audience, j'étais vraiment fatiguée et j'étais là pour une petite fille. Et en fait, à la fin de l'audience, elle m'a pris dans ses bras. Et là, elle m'a dit que j'avais bien travaillé.
Et elle voulait même me payer avec son petit porte-monnaie. Oh. Voilà. Et en fait, ça a enlevé toute la fatigue. Je pense il y a ça aussi. Alors, c'est pas toujours le cas, mais rien que ça donne, oui, ça donne de l'énergie. Et puis, je pense que mes enfants m'en donnent. Comme ils m'ont donné, je pense que moi, j'ai vécu en réalité mon parcours. Je pense que je dois beaucoup à mes enfants le fait d'avoir trouvé le courage de passer l'examen du barreau. Parce que je me suis dit que j'avais des responsabilités. Je suis pas sûre que si je n'avais pas été maman, j'aurais eu ce courage-là. Donc, je dois beaucoup à mes enfants pour ça. Et je pense que ouais, c'est mon moteur au quotidien aussi. Ouais. Et puis à côté de ça, je chante. À côté de ça, Hey, spécial dédicace. Voilà, là, je me mets au tennis. Voilà, je prends soin de moi. Donc, bah, ça permet aussi de retrouver de l'énergie. Voilà. c'est Mm. ça, c'est ça. Mm. Et puis des belles rencontres aussi. J'ai fait de très belles rencontres professionnelles, de confrères, de clients, de magistrats. Voilà, donc ça permet aussi enfin, ça donne un peu de carburant, ouais, les jours où il y en a un peu moins. Mm. Voilà. Mm. Et selon toi, quels changements sont encore nécessaires pour protéger et accompagner les victimes de violences, justement? Je pense qu'on ne dit pas assez que les victimes peuvent être assistées de leur avocat pour aller déposer plainte, par exemple. C'est quelque chose que j'entends rarement, alors que la loi le permet. Ouais. Je pense qu'il faut un vrai travail parce que la plainte, c'est la pierre angulaire de la procédure. C'est le premier contact que l'on a. Voilà, je pense qu'il faut un meilleur accompagnement. Alors, je pense notamment, par exemple, au procès Le Squarnec, puisque moi j'étais sur le procès Le Squarnec, où on a quand même vu que ce sont les victimes qui se sont mobilisées pour les prises en charge. Alors, les victimes, oui, et ma consoeur, qui les a merveilleusement accompagnées, qui est Marie Grimaud, et son cabinet. Mais ce sont elles qui sont mobilisées par la suite pour avoir un numéro vert auprès du ministre de la Santé pour tous les professionnels qui sont intervenus sur ce dossier, puisqu'on a un confrère qui s'est suicidé. Alors, je ne dis pas que c'est en lien avec ce dossier, je ne connais pas son histoire, mais c'est vrai que ça nous a tous interpellés, puisqu'il avait accompagné son client pendant un certain temps. Euh, je pense qu'il y a aussi un manque de formation des professionnels sur le recueil de la parole, parfois Mhm. voire souvent, moi c'est ce que j'entends. Euh, et je pense qu'en fait, outre ça a été un séisme dans le milieu judiciaire et du coup la parole de l'enfant notamment ne vaut plus grand-chose, là où avant elle avait valeur d'absolu. Sauf qu'on passe à côté je pense qu'on passe à côté de beaucoup d'enfants qu'il faudrait protéger. Et puis, il y a aussi des vrais dysfonctionnements, c'est-à-dire il n'y a pas de moyens, par exemple, pour l'aide sociale à l'enfance. Donc, il y a des mesures qui sont prononcées par des juges des enfants et qui ne peuvent pas être appliquées dans certains départements. Des enfants victimes hein, et qui, du coup, restent avec leur bourreau. Hein. Donc, ça, c'est véritablement problématique. Donc, oui, je pense il y a un manque de formation, je pense, parfois des professionnels. Je pense qu'il y a un manque de pluridisciplinarité aussi. Je pense qu'on gagnerait à avoir des parcours pluridisciplinaires. Moi, je me suis entretenue il n'y a pas très longtemps avec un chef de service des urgences et je lui disais que, par exemple, moi, ce qui me manque beaucoup sur les certificats médicaux, c'est l'état émotionnel de la victime lorsqu'elle arrive aux urgences. Mm. Parce que ça, c'est quand même, enfin, on ne peut pas tromper quelqu'un avec les émotions quand on voit quelqu'un qui arrive en état de choc. Alors, c'est marqué, mais des pleurs, des logorrhées, ce genre de choses, où bah, ça, c'est pas marqué. Je lui disais que c'était bien dommage parce que ça vient appuyer aussi la parole de la victime lorsque nous sommes devant les juridictions. Je donc, c'est mieux que ça l'a été un temps, mais enfin, on entend encore, bah, vous portiez une jupe, madame, vous Oui, auriez mieux fait porter un pantalon, ouais, tout à fait. où on a encore des questions du type, est-ce que vous avez pris du plaisir? Donc, je pense qu'il y a quand même une information ou des formations qui ne doivent pas être tout à fait comme elles devraient être, parce que, on arrive encore à s'exposer à ça. Je pense que les victimes se sentent très exclues du système judiciaire. Parce qu'effectivement, le système, en tous les cas, le système pénal est fait autour de l'auteur et moins de la victime.
Et ce que j'entends, c'est souvent ça, c'est-à-dire un sentiment d'abandon, de violence judiciaire, de violence vicariante. Donc, je pense que oui, ça peut être un rouleau compresseur et je pense que parfois, l'institution judiciaire n'en prend pas la mesure. Voilà ce que je dirais pour les victimes. Ok, Mm. Donc, il y a encore un peu de boulot. c'est ça. C'est tout à fait ça. Il y a encore un peu de boulot. Et puis, c'est vrai que oui, on a beaucoup entendu, je pense aux victimes de l'Euskornek parce que je les ai approchées, donc le collectif. Donc, je n'étais pas leur avocate, hein, c'était Marie Grimaud. Nous sommes intervenus sur le procès en support, hein, parce qu'elle avait 39 parties civiles. Et effectivement, ce qui est beaucoup revenu, c'est que bah, d'abord, il y en a certaines, parce qu'en plus, elles étaient sédatées. Donc, on est venu ruiner leur vie en faisant des révélations des faits qui avaient pu se produire alors qu'elles avaient été hospitalisées et sédatées. Et ensuite, on les a laissées très seules. Et c'est beaucoup ce qui est ressorti, c'est-à-dire on a créé une effraction dans leur psychisme et dans leur vie et on les a laissées se débrouiller, en fait. Donc, pour elles, ça a été d'une violence absolue. Et c'est vrai que le sentiment de solitude, d'abandon, c'est quelque chose dont mes clients me parlent beaucoup. Mm. Si tu devais, si tu devais transmettre un message, dire d'espoir et de courage pour les personnes qui t'écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais les deux choses, c'est-à-dire ce que je dis à mes clients, c'est que parfois on perd des batailles, mais pas la guerre. Mhm. Euh, et que on peut faire de ces cicatrices de l'or. Et que ce n'est pas parce qu'on a vécu des choses difficiles que toute sa vie est ruinée, pas du tout. Mm. Ce que je dis aussi souvent à mes clientes notamment, c'est que construire sa vie, la réussir, c'est aussi ne plus avoir l'emprise de l'agresseur. C'est lui dire je suis encore debout et je peux me tromper, mais en tous les cas, je pense que c'est la meilleure des réponses. On est très désarçonné quand on a une victime qui n'est pas dans les pleurs, dans le traumatisme, et qui est plutôt dans la colère, la revendication, et qui peut avoir cette force. C'est quelque chose qui déstabilise beaucoup Mm. parce qu'on essaie toujours de les renvoyer à cette image-là, ce qu'elles ne sont pas. Voilà. Et qu'elles ont le droit aussi de tomber, d'être mal, mais que c'est pas un état définitif. Voilà, Mm. c'est ça que je leur dirais. Mm. Voilà. Ce que je pourrais leur dire d'autre, c'est que même si ça paraît perdu, parce qu'il y a un classement sans suite, parce qu'il y a toujours des choses à faire, euh, il y a toujours des choses à faire, ça demande effectivement de la patience, euh, mais il y en a qui y arrivent hein, des années après à avoir la personne qui doit être condamnée l'être, euh, même si c'est pas ça qui va les réparer. Voilà, ça il faut. La justice, elle n'est pas là pour réparer. Elle est là pour dire reconnaître un statut de victime, C'est ça. mais elle n'est pas là pour réparer. Mm. Pas du tout. Ce travail-là, il se fait ailleurs. C'est pour ça, d'où la nécessité de se faire accompagner. Mm. C'est important pour certaines d'être reconnues victimes et il y en a certaines qui n'en ont pas besoin pour avoir cette légitimité-là. Donc le choix est propre à chacun. Mm. Mais en tous les cas, oui, la justice n'est pas faite pour réparer ce qu'elles auront vécu. Et même si une personne prend perpétuité, ça ne soulagera pas leur douleur. Mm. En revanche, être reconnue victime, avoir des dommages et intérêts en compensation, ça viendra jamais même en compensation de ce qu'elles ont vécu, mais qui peut permettre d'engager des frais et tout ça, ça c'est normal. C'est la juste reconnaissance de leur statut de victime et l'intégralité aussi des dépenses et des sommes qui leur sont dues pour leur préjudice Mm. et pour leur permettre peut-être justement de mettre en place les soins dont elles ont besoin. Mm. Mm. On va dire que la condamnation, c'est un pourcentage par rapport à tout ce qui peut être mis à côté pour la reconstruction Exactement, complète. exactement. Je pense que D'où c'est pas... d'où l'importance de la fondation qui serait vraiment un lieu approprié pour, qui pourrait englober tout ça, quoi. Bah, l'idée, c'est vraiment de les accompagner sur ce chemin-là.
pour que justement on en fasse quelque chose de cette condamnation. Mm, Parce que c'est pareil, on se dit, bah, ça y est, c'est fait, il est condamné. Non, il y a encore il y a encore des audiences, notamment pour justement les demandes de dommages et intérêts, donc ça peut être encore long. Il peut y avoir des appels, il peut y avoir des pourvois en cassation, enfin, ça peut être très, très long. mm. Et puis, il peut y avoir aussi un effondrement. Parce que certaines se sont battues pendant des années pour se faire reconnaître parce qu'elles ont eu un classement sans suite, elles ont contesté le classement, certaines ont déposé ensuite une plainte avec constitution de partie civile, il y a eu une instruction. Tout ça demande beaucoup d'énergie Ouais, et puis ça demande des déplacements, mine de rien. C'est-à-dire, faut aller voir son avocat à un endroit, faut aller voir son psychologue à un autre endroit, son ostéopathe à un autre endroit. Donc là, l'idée, c'est aussi de leur économiser cette énergie-là mm, et qu'éventuellement ce soit aussi un lieu de vie, c'est-à-dire un lieu où elles peuvent avoir de la documentation, où elles peuvent venir faire des ateliers si elles en ont envie, euh, et de les accompagner tout du long et surtout post-condamnation aussi, parce que certaines se sont tellement battues qu'elles s'effondrent. mm, Donc l'idée de les accompagner sur tout le process aussi de la plainte jusqu'au bout, c'est aussi de leur permettre de passer ce cap-là. mhm. Et les accompagnants aussi, parce que c'est dur. Pour la victime directe, mais c'est très dur aussi Ouais, pour pour les les personnes familles. accompagnées, ouais, tout à fait. C'est quand même très très compliqué, hein. Donc c'est comme ça en fait que moi j'envisage ce lieu en espérant qu'ensuite on aura des maisons pluridisciplinaires un peu partout, si c'était possible sur le territoire euh, pour, euh, pour permettre justement cette réelle prise en charge. Mm. Et puis pour les enfants, ça me paraît essentiel parce qu'il y a une chose qu'on oublie, c'est que nos enfants seront les adultes de demain. Exactement. Ouais. Donc si on les laisse tout casser, je ne sais pas ce que sera les lendemains. L'association Innocence en danger avait fait l'estimation du coût, notamment des arrêts maladie, des incapacités de travail et du coût pour la collectivité de la non prise en charge de ces enfants, hein, en parlant purement financier, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est des prises en charge sur des prises en charge sur des prises en charge. Et de surcroît, ce sont des gens qui n'ont plus de vie parce qu'ils n'ont pas été entendus. Mm. C'est même pas écoutés, c'est parce qu'écoutés, ils l'ont été, mais entendus, non. Euh, et c'est des gens qui seraient amenés et fondés à demander des comptes par la suite, parce qu'on les aura laissés tomber. C'est ça. Hmm. Donc, il faut se poser les vraies questions. Voilà. Et donc, je trouve qu'une structure pluridisciplinaire a aussi, et peut-être un peu, pas plus de sens, mais c'est vrai que les enfants restent quand même mon cheval de bataille. Voilà. Quelles qualités, selon toi, permettent de devenir une femme d'action inspirante et efficace? Ouf, c'est dur ça. Quelle qualité, c'est ça? Ouais. Ouais, la détermination déjà. Bah, faut de la détermination. Mm. Je pense qu'il faut jamais écouter ce que disent les autres. Ouais. Parce qu'il y aura toujours une petite voix pour dire, ah non, tu peux pas faire ça, c'est pas bien. C'est ça. Donc, faut surtout pas écouter les autres. Il faut de la détermination. Il faut s'accorder le droit de pas être bien, Ouais. parce que parfois il en ressort aussi des choses extraordinaires en termes de transformation. C'est la vie et c'est pas grave. Oui, je dirais ça essentiellement. Là, je ne vois que ça. Mm. Mais c'est déjà très très bien. C'est déjà pas mal. Mm. Eh ben, écoute, j'en ai terminé avec mes questions. Ok, super. Je te remercie d'avoir répondu avec autant autant de simplicité et tes messages ont vraiment été très clairs. Mm. Et j'ai passé vraiment un court, mais un très très bon moment. Bon, bah, tant mieux. J'en suis ravie. Eh ben, je te souhaite une très très bonne soirée. Oui, bonne soirée, Aurore.